marché d'Hervy, la longue marche des francs-maçons. Et ma première question, c'est quel a été le vrai moteur dans l'apparition des loges maçonniques mixtes en France? Est-ce que c'était plutôt le courant libre-pensée, féminisme, réponse au code Napoléon machiste ou d'autres raisons? Alors, je crois qu'il faut remonter aux Lumières, parce que les premières loges mixtes, ce sont des loges d'adoption, on les appelait d'adoption. Elles travaillaient donc au sein du Grand Orient de France, d'abord de la Grande Loge qui était l'ancêtre du Grand Orient de France, puis du Grand Orient de France à partir de 1773, et en 1774, le Grand Orient de France a réellement régularisé toutes les loges d'adoption. Alors quel était le principe? C'était une loge masculine qui créait une loge mixte, où là, les sœurs et les frères travaillaient en parfaite parité. Il y avait donc un office masculin, un office féminin, mais les sœurs étaient considérées comme des sœurs réellement à part entière. C'était les premières loges mixtes. Donc, on remonte bien au XVIIIe siècle. Quand on parle du XVIIIe siècle, ce sont bien les Lumières, c'est-à-dire cet esprit de tolérance religieuse, qui est le moteur de la mixité, vraiment. Puis, il faut attendre, effectivement, le début du XXe siècle, avec le droit humain, avec Maria Deren, Georges Martin, et là, ça correspond bien, oui, à un élan féministe, républicain aussi. Un élan républicain, réellement. Et la libre pensée, oui, elle va vraiment, je crois, jouer un rôle très actif au tout début du XXe siècle. Parce qu'on va trouver des militantes, réellement des militantes, qui sont à la fois des féministes et membres de la libre pensée. Bon, commencer par Maria de Rem, qui a fait des conférences à la libre pensée, on l'oublie souvent, donc c'était un mouvement très, oui, très engagé, très laïque. Alors justement, si la mixité maçonnique mixte historique débute avec les loges d'adoption, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un fait à valoriser dans le sens de l'idéal universaliste, ou à critiquer en disant « Ah oui, mais au départ, c'était surtout réservé aux aristos et aux élites féminines ». Personnellement, je préfère voir le bon côté des choses. Alors, bien sûr que c'était des élites aristocratiques, oui, mais je crois que c'était une réelle avancée à l'époque. Une réelle avancée, c'était une toute première émancipation de la femme. Alors, si les loges américaines féminines, je pense à Esther Starr, semblent des copies des démarches françaises, pourquoi, alors qu'au départ elles ressemblaient, pourquoi elles divergent ensuite? Je crois que la réponse, c'est peut-être bien 1877. C'est-à-dire que jusque-là, deux Américains, Morris et McCoy, disent qu'ils s'inspirent du rituel d'adoption à la française. Mais à partir du moment où il y a la rupture de 1877, où tout d'un coup le Grand Orient de France devient sulfureux, eh bien, à ce moment-là, Morris et les fondateurs de l'Eastern Star américaine déclarent qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce rite d'adoption et qu'ils ont inventé de toutes pièces ce rituel. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est complètement différent. Alors que les loges d'adoption ont travaillé à parité, là, dans les loges de l'Eastern Star, certes, il y a des hommes et des femmes, mais il faut nécessairement être parent de franc-maçon pour se faire accepter. Et de la famille. Donc, de la famille d'un franc-maçon. Donc, c'est quand même tout à fait différent comme esprit. Alors, puisqu'on est en Amérique, ma question c'est comment les loges américaines féminines ont-elles géré les problèmes d'apartheid américain? Et elles ne sont pas gérées, elles l'ont géré tout aussi mal que les grandes loges blanches. C'est-à-dire qu'elles, d'abord, ne prenaient pas d'initiative, puisqu'elles suivaient tout ce que faisaient les grandes loges américaines blanches. Donc aujourd'hui, il y a encore 9 grandes loges américaines dans 9 États du Sud qui ne reconnaissent pas la franc-maçonnerie noire de Prince Hall. Il en va de même pour les chapitres de l'Eastern Star. On va parler un petit peu des freins à la mixité. Peut-on dire qu'historiquement, ce sont plutôt les suprêmes conseils et les hauts grades qui ont le plus lutté contre la mixité? Et si c'est le cas, d'après vous, pourquoi? Ce n'est pas si sûr, parce que si je prends le grand chapitre général du Grand Orient de France, c'est quand même lui qui a initié la première sœur, qui était Olivia Chaumont, qui est devenue la première sœur du Grand Orient de France, et de sœur transsexuelle.
Donc il n'y a pas forcément eu de résistance, je pense, de ce côté-là. Ça a peut-être été des résistances géographiques. Alors, sur la mixité et sur le droit humain, pourquoi lors de la création en parallèle de la mixité du droit humain en France et en Angleterre, on parle en France de droit humain, alors qu'en Angleterre, on parle plutôt de human duty? Parce qu'en Angleterre, human duty, c'est l'influence de Annie Besant. Annie Besant, c'était une sœur théosophe, donc qui avait des critères moraux avant tout. Et si l'on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était des socialistes, des syndicalistes, Muzzarelli, Guazzu, qui ont créé le droit humain dans les mines de Pennsylvanie, en milieu ouvrier. Donc c'était beaucoup plus engagé. Et là, on retrouve la notion de droit qui est celle de la France. En France, nous avons la notion de droit humain. Bon, hérité des droits de l'homme en plus politiquement correct, voilà. Et aux États-Unis, on a gardé cette traduction de droit humain, alors qu'il y a cette conception du devoir, très moralisateur en Angleterre. Dans l'histoire du droit humain, quand on parle en France des Anglaises Annie Besant et Hélène Blavatsky, on perçoit des réticences sur leur parcours. D'après vous, pourquoi? Quel est votre regard sur ces réticences? Là aussi, c'est une question de contexte. En France, la France est le pays de la laïcité, de la séparation des pouvoirs. Et le droit humain s'est construit vraiment dans cet esprit de laïcité, de séparation totale des églises et de l'État, alors qu'en Angleterre, ce n'était pas le cas. Et qu'en Angleterre, il faut même dire que certaines églises ont accompagné parfois des mouvements sociaux, ce qui n'a jamais été le cas de l'Église catholique en France. Annie Besant était théosophe. Bon, cela dit, je pense réellement qu'il y a eu une évolution d'Annie Besant et qu'elle est devenue très conservatrice à la fin de sa vie, parce qu'à force de vouloir respecter toutes les traditions indiennes, elle en vient à écrire que, bon, la femme ne sera jamais vraiment libérée en Inde, mais c'est leur problème. Alors, l'ordre anglais des Amazones ne faisait, puisqu'on parlait de religion, ne faisait aucune référence rituelle à la Bible. D'après vous, pourquoi? Cet ordre des Amazones, il se situe vraiment dans l'esprit des Lumières. Il est un peu exceptionnel, il faut le dire, parce que je ne pense pas que ce soit le rituel de la majorité des loges d'adoption de cette époque-là. Mais ce rituel des hauts grades est remarquable, parce qu'il encourage les femmes à s'éduquer. Et il leur dit, mais enfin, vous allez cesser d'obéir aux hommes. Vous avez mis les hommes au monde, vous les avez allaités. Comment pouvez-vous maintenant leur obéir? Voilà, la femme doit s'éduquer, la femme doit s'émanciper. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'esprit des Lumières. Et en France, même si ça s'appelle l'amazonerie anglaise, la culture est réellement française. Pour terminer, parlons un petit peu de l'avenir éventuel. Comment définir en une phrase ce que seraient les enjeux de la mixité maçonnique au XXIe siècle? Tout simplement, je crois que la mixité est l'avenir de la franc-maçonnerie, puisque nous travaillons ensemble dans les milieux professionnels. Il n'y a aucune raison, je crois, de ne pas travailler en mixité en franc-maçonnerie. Le Grand Orient de France l'a bien compris depuis 2010, mais le droit humain l'avait compris bien avant, bien sûr. Et là, je crois qu'il faut regarder aussi ce qui se passe un petit peu dans les autres pays, et nous ne sommes pas si mal situés que ça, c'est vrai. Parce que dans nul autre pays en Europe, une grande obédience masculine a fait le choix de la mixité. Or, il faut bien reconnaître que si l'on regarde les effectifs, eh bien, les effectifs sont en hausse en France, alors qu'ils sont en baisse, terriblement en baisse, en Angleterre et dans les pays anglo-saxons, où il n'est pas question d'initier des femmes. Mais je crois à une véritable mixité, où les sœurs et les frères travaillent à égalité, en assumant leurs titres. Moi, je suis pour la féminisation des titres. Je ne vois pas pourquoi une sœur s'appellerait orateur et pas oratrice, par exemple. Il faut s'assumer tel qu'on est dans la société d'aujourd'hui, et je crois que c'est à ce prix-là que nous arriverons à attirer des jeunes et à être une institution réellement moderne. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était La longue marche des francs-maçons par Cécile Révauché aux éditions d'Hervy. Il faut mettre un peu comme ça, et me dire quelque chose de travailler la femme. Voilà.